Si vous avez des animaux à la maison, vous savez que la plupart des propriétaires d'animaux au Québec sont habitués d'aller à leur clinique ou leur hôpital vétérinaire local qui est près de la maison. Souvent, c'est une clinique de proximité qui est possédée par une seule personne ou une petite équipe. On finit par les connaître aussi au fil des années. Mais il semblerait que ce soit en train de changer. Dans un article du journal Le Soleil, on apprend que plus du quart des cliniques vétérinaires du Québec appartiennent maintenant à des conglomérats étrangers. Et ça inquiète certaines personnes qui craignent que ces entreprises compromettent peut-être l'indépendance des vétérinaires qui pourraient devoir préférer des procédures ou des soins qui sont plus rentables que d'autres, par exemple, ou être forcés de recommander uniquement les produits de l'entreprise qui possède les cliniques. On démêle tout ça à l'instant avec la docteure Caroline Kisdonk. Elle est vétérinaire et ancienne présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour, Madame Kisdonk. Bonjour. D'abord, si on faisait... excusez-moi. Je tiens à dire aussi que je suis liée à aucun réseau, okay, mais que j'ai une grande préoccupation ici. Alors, je suis liée à aucun réseau, que ce soit un petit réseau québécois ou un grand réseau multinational. Là, je suis liée à aucun et je n'ai jamais été. Bon, parfait. Donc, indépendance totale pour parler de ce sujet. Si on faisait d'abord un portrait de la situation, Madame Kisdonk, je comprends que c'est récent des dernières années là, que les conglomérats commence à prendre beaucoup de place dans le monde des cliniques vétérinaires, c'est ça? Oui, c'est assez récent, une quinzaine d'années quand ça a commencé. Ça a commencé par un endroit et puis là, depuis ce temps-là, ça se multiplie, mais c'est quand même pas en grand nombre. Là. C'est quelques grands réseaux internationaux qui mettent la main sur des petits réseaux qui existaient au Québec, qui étaient tout petits. Avant de passer à des mains étrangères. Là, je veux aussi mettre quelque chose vraiment au clair. Là, je veux vraiment que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de mettre en doute l'intégrité et la compétence du médecin vétérinaire qui consulte dans le moment. Mm-hmm. Je veux certainement pas nuire à leur relation de confiance, puis c'est pas du tout de ça qui est question. Il est vraiment c'est à plus grande échelle. Les questions qu'on peut se poser, c'est si les structures dans lesquelles ces médecins vétérinaires-là travaillent vont permettre à moyen terme qu'ils préservent leur autonomie. Oui. Justement, Madame Kisdonk, en fait, je vais essayer de ramener ça vraiment là pour que le propriétaire d'animaux qui nous écoute présentement puisse comprendre. Ça pourrait avoir quoi comme conséquences concrètes là dans la vie de ces propriétaires-là, dans le type de soins ou de services qu'ils pourraient recevoir, si ça continue de prendre de l'ampleur comme ça, là, ces grands conglomérats, d'ici quelques années, à quel genre de situation le propriétaire d'animaux pourrait être confronté? Il s'en rendrait pas nécessairement compte de façon claire. Mais ce qui existe, c'est une possibilité énorme et qui est en train de se développer à l'échelle mondiale. C'est d'une intégration des laboratoires vétérinaires, des compagnies pharmaceutiques, de chaînes d'établissements vétérinaires et de différents produits pour animaux, incluant de la nourriture. Et puis, vous le savez, l'intégration, ça se fait rarement à l'avantage des clients et du public en général. Ouais. Alors, ce risque-là, il est réel. Puis, il y a des gens qui vont toujours dire « mais les médecins vétérinaires sont tenus par leur code de déontologie de maintenir leur autonomie et de ne pas se faire dicter d'aucune façon le type de procédure ou quel médicament utiliser et tout. » C'est vrai, mais le système professionnel, c'est vrai pour les autres professions au Québec, là, les professions qui exercent principalement en bureau privé, le système professionnel n'a pas été fait en sorte d'outiller les professionnels face à des grosses structures comme celle-là. C'est bien beau dire le vétérinaire doit se tenir debout, mais le jour où il y a deux réseaux, je sais pas, c'est pas la situation présentement, mais le jour où il y a deux réseaux qui seraient propriétaires de 80% des établissements vétérinaires au Québec, on comprend que les médecins vétérinaires, à un moment donné, leurs choix vont être limités là, pour travailler puis soigner des animaux. C'est bien beau dire ils sont outillés qu'ils doivent respecter leur code de déontologie, mais disons qu'ils n'auront pas la force pour
Pour faire face à ça, là, c'est ça, exact. Pour faire face à ça, ils sont pas outillés face à ça. Et est-ce que ça pourrait en venir, Mme Kisdonck, au fait que, disons que tu as besoin d'une intervention pour ton animal, qui n'est pas une intervention qui est très rentable nécessairement pour le vétérinaire, est-ce qu'on pourrait en venir à privilégier les interventions qui sont très rentables et qui coûtent plus cher, justement, puis peut-être à mettre de côté les plus petites interventions? Certainement. C'est certainement le genre de choses qui peut... Vous comprenez, ça n'aura pas un impact nécessairement perceptible à tout moment. Mais c'est certain que ça peut avoir un impact sur le type d'intervention offerte. Tu sais, c'est un impact qui est un peu insidieux. Hein? Quand on parle de questions d'éthique organisationnelle, là, c'est pas de dire les médecins vétérinaires vont devenir vendus, malhonnêtes et tout, là. Mais c'est une influence insidieuse qui peut s'exercer progressivement. Mm-hmm. C'est aussi la possibilité que la chaîne d'établissement ait une entente particulière avec certaines compagnies, certains fournisseurs. Puis là, le médecin vétérinaire a pas de facilité à se procurer les produits dont il a besoin. Je pense qu'il y a de l'action chez vous, Mme Kisdonck, ça se peut. Oui, puis avec ma petite fille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Je pensais qu'elle serait très sage, mais... Il y a des choses qui peuvent arriver, il n'y a pas de problème. Madame Kisdonck, si je comprends bien, là, en fait, si on comprend bien que l'idéal, ce n'est pas que ces conglomérats-là commencent à prendre une trop grande emprise sur les cliniques qu'on a ici au Québec, mais une des solutions à ça, c'est que les cliniques soient détenues par des vétérinaires d'ici qui décident d'en devenir propriétaires. Est-ce que c'est facile de devenir propriétaire de sa propre clinique quand on est vétérinaire? Non, c'est très difficile. C'est très difficile, question de volume d'achat. Donc, devant la venue de ces réseaux-là, ça devient évidemment de plus en plus difficile. Alors non, c'est pas facile. Et c'est là que les consommateurs ont un certain impact. Alors, c'est important que le public soit informé. Et puis, vous savez, on a beaucoup de gens dans la population qui veulent encourager les entreprises locales du côté alimentaire, dans différents domaines. Alors, que la propriété des compagnies, c'est toujours de notoriété publique. Mm-hmm. C'est de l'information qui est publique, mais qui n'est pas très connue. Et évidemment, les grands réseaux internationaux, ils vont mettre un médecin vétérinaire du Québec à la tête de leur, le terme administratif est peut-être pas exact, là, mais de leur division au Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est quand même pas détenu par des intérêts étrangers. Mm-hmm. Ils sont très, très loin des besoins du public. Vous comprenez, la possibilité est toujours là la possibilité devrait toujours être là pour le médecin vétérinaire de s'ajuster à différentes clientèles, à leurs besoins qui sont différents. Puis, écoutez, c'est juste une grande question de gros bon sens. Mais je vais vous donner un exemple, Mme Kisdonck. Oui, je vais vous donner juste un exemple, Mme Kisdonck, parce que moi, quand j'ai lu ça, mon premier réflexe a été de dire, moi, j'ai déjà vu ça, des vétérinaires qui avaient une clientèle, mais disons un client qui est pas nécessairement très, très riche, mais qui est client depuis plusieurs années, son animal a besoin d'une opération. J'ai déjà vu des propriétaires de cliniques vétérinaires dire, garde, je vais te le faire à moindre coût parce qu'on se connaît, parce que je sais à quel point t'aimes ton animal, puis je sais que t'as pas nécessairement les moyens de payer le gros prix. Donc, il y avait un lien humain très fort entre le propriétaire et le client, là, tout dépendant des situations. Ça, c'est le genre de compromis qu'on va peut-être pouvoir moins voir si on en vient avec des gros conglomérats, là. C'est sûr que le médecin vétérinaire qui travaille dans une grosse structure, il n'y a pas cette liberté-là. C'est pas son propre établissement. Alors, pour toute question financière comme celle-là, il n'y aura pas la latitude de le faire à sa guise. Ceci étant dit, la pression est très grande sur les médecins vétérinaires pour toutes les questions financières. Et c'est quelque chose qui est un peu dur à porter parce que ils veulent gagner leur vie comme tout le monde, évidemment. Là. Alors, faire les cas à rabais, mais oui, effectivement, c'est une chose que les médecins vétérinaires font de façon régulière, surtout s'il y a une relation de confiance qui s'est établie. Par contre, je ne veux pas avoir l'air de leur mettre cette obligation morale-là parce que c'est très lourd de savoir que des gens aient l'attente qu'un médecin vétérinaire travaille. Quand je dis gratuitement, c'est parce que en réalité, quand on offre quelque chose à rabais, en réalité, le rabais, c'est comme si c'était offert gratuitement par le médecin vétérinaire, là, parce qu'il y a plus de profit qui se fait là-dessus. Là. Il y a des dépenses associées au fonctionnement de la clinique et tout. C'est clair. Voilà. Madame Kisdonck, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est bien gentil. Merci.
Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Oui, retourner à vos obligations familiales. On a bien compris qu'il y en avait. Docteur Caroline Kiss, donc vétérinaire et ancienne présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. J'ai l'impression qu'on en vient toujours à la même solution avec ça, qui est le plus possible encourager local, encourager nos cliniques de proximité. Réguler, Oui, aussi. encadrer. C'est pas normal que ce soit difficile d'avoir accès à quand tu veux être propriétaire comme ça, de ta propre clinique, là, c'est sûr. Mais si vous êtes un amoureux des animaux, si vous avez des animaux à la maison, c'est clair qu'il y a des risques associés au phénomène de peut-être amener plus de propriétaires étrangers comme ça. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est surtout le lien entre le vétérinaire et son client. Beaucoup moins de latitude, beaucoup moins de liberté. Ouais, c'est la transparence. On ne peut pas s'apercevoir, pas se rendre compte exactement elle appartient à qui, cette clinique-là. Absolument. Ouais. Alors, essayez d'encourager vos cliniques locales le plus possible. Essayez de vous informer s'il y en a des cliniques qui sont indépendantes là, près de chez vous, qui est allé peut-être un petit peu plus loin. Mais si ça peut valoir la peine pour encourager une clinique qui est locale, bien, peut-être que ça pourrait aider cette situation.